Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 5 octobre. Octobre rose, c'est le mois de campagne de sensibilisation du cancer du sein qui touche une femme sur 8, mais aussi fait moins connu les hommes. En Suisse, près de 6000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et plus de 1400 femmes en décèdent. Tout au long du mois d'octobre, plusieurs conférences et événements ont lieu dans la région, notamment à l'hôpital de Nyon, mais aussi à la clinique de Genelier, mais encore à Gland, aussi à la salle des sports des Perrerets. On en parlera avec vous, Maëlle Lounifi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de témoigner, de nous faire part de ce combat contre la maladie, contre le cancer. Hier, c'était une date particulière pour vous, le 4 octobre. Expliquez-nous pourquoi. Oui, effectivement. Hier, c'était le grand jour attendu. C'était les examens. Les examens post-traitement. Il faut attendre entre 9 et 12 mois à la fin des premiers traitements. Et donc, hier, j'ai eu ma double mammographie, échographie et s'en est suivi de très bonnes nouvelles. Donc, on peut cocher la case rémission. Ouais. Rémission, vous avez presque dit guéri parce qu'on n'ose pas dire ce mot encore, c'est ça? Guérison, c'est à 5 ans. Voilà, donc on coche la case rémission pour l'instant. Alors, on parlera de votre histoire, évidemment. On reviendra sur ce combat avec vous plus tard dans l'émission. Et pour l'instant, je vous propose de retrouver Alexandre Caporal, toujours sur les routes du district et aujourd'hui en mode sport, Alexandre. Oui, en mode sport, parce que surtout, il se met à pleuvoir, donc je vais être mouillé. Mais est-ce que tu arrives, est-ce que ton invité arrive à deviner où je suis? On voit une rue derrière moi, et puis là, on va voir un bâtiment tout jaune avec marqué sport derrière moi. Est-ce que vous avez deviné, Andrea? Maëlle qui est lyonnaise, facile. Ah, c'est l'école du Cossy. Voilà, et puis plus spécifiquement, la salle de sport du Cossy, c'est là que je vais aller retrouver Laurent Serron, qui est le président du NHB La Côte pour Nyon Handball Club La Côte, qui s'entraîne ici au Cossy et puis qui dispute des matchs. La saison a bien commencé pour le club, donc on va faire un petit peu le point avec lui tout à l'heure. Donc tu chauffes les poignets, c'est ça, Alexandre? Exact, mais si je chauffe les poignets, Andrea, eh bien ça va faire comme ça avec le téléphone, c'est pas très agréable. Ouais, de l'autre côté, on n'aime pas trop, on a le mal de mer. Bon, on va revenir à votre histoire, Maëlle. Vous avez 42 ans, vous êtes maman de 2 garçons. Et puis, le 24 juillet, vous apprenez que vous êtes malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, j'ai eu la chance d'avoir un second bébé 11 ans et demi plus tard. C'était une jolie surprise. Superbe grossesse. Bon, j'ai accouché en plein confinement, donc ça, c'était encore un petit peu plus technique. Et 3 mois et demi postpartum, ayant le souhait d'arrêter d'allaiter. Voilà, il y a une boule qui se vide pas. On pense que c'est une glande de lactation, on ne sait pas trop ce que c'est. J'ai eu la chance, entre guillemets, de dire ça comme ça. C'est que j'ai été suivie de près par une sage-femme à la maison, parce que c'était durant le Covid, donc on ne pouvait pas forcément aller consulter facilement à l'hôpital. J'avais des soucis de cicatrices avec ma césarienne. Et du coup, elle m'a vraiment encouragée à aller consulter rapidement. Et de là, s'en est suivi des examens très rapidement. Et un cancer du sein de type triple négatif. Triple négatif, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne connaissent pas? Donc c'est un petit peu particulier. Le cancer du sein, il y en a plusieurs déjà. Il y a plusieurs types de tumeurs. Triple négatif, c'est qu'il n'y a aucune réponse aux hormones. Voilà. Donc il est difficile de le déceler, au fait? Je dirais qu'il n'est pas difficile de le déceler, il est peut-être un petit peu plus compliqué à traiter. En tout cas, on reçoit les mêmes soins qu'un autre type de cancer du sein. C'est la chimiothérapie, la radiothérapie, les opérations. Et ensuite, il y a des traitements qui sont sur 5 ou 7 ans pour les femmes qui sont hormonorépondants. Mais pour les triples négatifs, aujourd'hui, il semblerait qu'on n'a pas ce type de traitement. Ouais. Alors à ce moment-là, lorsque vous apprenez, vous nous dites, vous venez tout juste d'être maman pour une seconde fois. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Maëlle? Oui, c'est la grosse claque. Et franchement, je suis vraiment tombée de très, très, très haut. Aucun antécédent dans la famille. Et voilà, on est en pleine érosion d'amour. On vit une seconde grossesse 11 ans plus tard, un accouchement qui s'est quand même bien passé. Et c'était difficile et tout a été extrêmement vite après. Donc, j'ai vraiment pas eu le temps de comprendre tout de suite ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui était le plus facile et peut-être le plus difficile à gérer durant cette période-là? Durant les traitements, le plus difficile, ça a été la chimio. Parce que vous recevez quand même des chimios qui sont très lourdes. La première chimio, 3 semaines après, les cheveux ils sont déjà en train de tomber. Donc, pour les enfants, c'était compliqué. Pour le grand, surtout. Et la fatigue. La fatigue, les nausées.
Ouais, vous avez pourtant fait le choix d'en parler. Hein. C'est vrai que ce n'était pas du tout un tabou à la maison. Vous m'avez même dit qu'en préparant cette émission, vous n'aviez aucun tabou, qu'on pouvait aborder toutes les thématiques. Oui. Comment vous avez abordé le sujet en famille ? Voilà, c'est vraiment un choix de ne pas cacher ça aux enfants. Il y a des gens qui disent « fais attention de comment tu vas l'annoncer », mais j'ai dit au bout d'un moment, ça se voyait déjà, ça allait se voir très vite. Donc on a expliqué que pour guérir, pour que maman elle puisse guérir, on allait passer par des étapes et des épreuves et qu'on allait les passer ensemble et en famille. Et il y a des accessoires aujourd'hui qui sont là pour... Et heureusement, on est des femmes aussi, ne serait-ce que pour le maquillage, les perruques, les foulards et choses comme ça. Donc... j'ai arboré le sujet avec prudence, mais aussi avec confiance, parce que je savais qu'on allait pouvoir y amener un peu de douceur, finalement. Ouais, vous vous êtes très vite entourée aussi dans certains groupes de femmes. On peut voir d'ailleurs quelques images. C'était un shooting que vous avez fait avec plusieurs femmes, qui sont des jeunes femmes atteintes d'un cancer. Un shooting réalisé par Anna Matray, photographe. C'est vrai que quand on préparait cette interview, vous me disiez on a ressenti... Peut-être j'ai ressenti une certaine forme de colère, un coup de gueule qui disait maintenant il faut qu'on arrête ça, il faut surtout qu'on en parle et qu'on fasse des diagnostics aux femmes et surtout aux jeunes femmes. Oui, parce que là c'est vraiment en train de sortir. Là, on est plus de 3 femmes sur ce cliché à avoir eu un cancer postpartum, donc à 39, 40 et 41 ans. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'obtenir une mammographie pour des personnes qui sont en dessous de 50 ans. Et je vous assure, pour des cas vraiment, surtout en France aussi, mais il y a des amies, elles n'ont pas été prises au sérieux. Ça a duré et traîné pendant 6 mois et aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même dans le milieu hospitalier, aujourd'hui, on a du mal à admettre, on peut dire ça, que les cas de cancer chez les jeunes femmes sont aujourd'hui une réalité ? On le sous-estime, oui. On pense que c'est un kyste, on pense que c'est un nodule, mais attendez un petit peu, mais ça progresse à une vitesse. Ça peut progresser à une vitesse. Les cellules, et quand on est jeune, en plus en postpartum, en ce qui me concerne, moi, en moins de 15 jours, j'ai été mise sous chimio en urgence. Donc ça va très, très vite. Maëlle, vous avez fait le choix d'en parler notamment sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai pu suivre un petit peu votre histoire et votre parcours au travers des réseaux sociaux. Puis vous en parlez de manière très décomplexée, parfois même avec humour. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu mon tempérament d'être aussi quelqu'un de très positive et je reste avec mon sens de l'humour. Je ne veux pas dramatiser, je n'ai pas envie de montrer des clichés qui sont lourds pour garder une image négative. Après, c'est la réalité. J'ai vraiment vécu cette étape avec force, avec humour aussi, et ça m'a permis de tenir le coup. Mais est-ce que vous avez osé être la Maëlle mise à nu ? Est-ce que sur les réseaux sociaux, on vous voyait comme la maladie l'implique ? Oui. C'est une image qui est dure, hein ? Oui, non, j'ai posé avec le crâne rasé. J'ai posé en faisant le clown, en parlant à ma perruque. Ouais. Si je vous pose la question, c'est parce que, notamment pour votre plus grand garçon, ça c'était difficile. Il y a même eu un moment où il a eu du mal à assumer l'image de cette maman-là. Il y a une phase compliquée cet hiver, oui. Quand je l'amenais à l'école, ou je déposais à l'école, j'étais vraiment en pleine chimio. Là, il n'y avait plus de cheveux, il y avait la perruque. Et ça se voyait, selon lui. Mais là, il avait un petit peu de la peine à assumer cette image à l'extérieur, auprès des copains. Parce qu'il recevait beaucoup de questions des copains. Et Malik avait le souhait de ne pas trop en parler. Il a une certaine pudeur, lui, avec les copains. Là, c'était un moment difficile. Hein. Il a refusé que sa maman l'accompagne à l'école jusqu'au bout. Oui. Après, j'ai respecté. Bon, et comment on gère ça en tant que maman ? Parce que c'est vrai qu'on a envie de les protéger, j'imagine. On a envie d'être avec eux. Des moments, c'est pas tellement facile. Mais après, je me dis que je me mets aussi un petit peu à sa place. Il a 12 ans, c'est pas évident. Vous gérez une image. Ma maman a le cancer. C'est pas... Donc, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont... Dieu merci, des mamans qui ont le cancer. Donc, je pense qu'il avait un petit peu de peine à l'assumer aussi. Ouais, c'était pour ça aussi qu'aujourd'hui, c'était important d'en parler pour vous, avant de tirer la prise, comme vous le dites. Exactement. De véhiculer ce message, faire en sorte que les femmes... le message que vous voulez faire passer, d'ailleurs, c'est que chaque mois, les femmes doivent s'autopalper. On ne l'apprend pas assez, on ne le dit pas assez, c'est ça ? Voilà, le sujet, c'est l'envie, c'est de dire que chaque début du mois, mettre un petit rappel dans son téléphone, palpez-vous. C'est vrai que, voilà, comme on l'a dit, je n'ai pas d'antécédents, j'avais aucune raison d'être touchée par la maladie, par ce cancer du sein. Donc ça peut arriver malheureusement à tout âge et à quiconque. Donc premier du mois, palpez-vous. On reviendra ensuite avec vous pour parler de la suite, la vie d'après, celle de maintenant, celle du jour le jour, Maëlle.
On ouvre à présent une page d'actualité. À Rolle, mardi, le Conseil communal a accepté à l'unanimité le préavis demandant un crédit de 120 000 francs pour un audit global de l'administration rolloise suite aux récentes cyberattaques. Le rapport dressera un état des lieux et proposera des axes d'amélioration pour mettre en place dans un deuxième temps. Toujours lors de ce conseil communal, en lien avec la cyberattaque subie par la commune, la municipalité a également accepté de déposer un nouveau préavis à voter lors du prochain conseil pour une demande de dépenses extra-budgétaires de plus de 158 000 francs. De son côté, du côté cantonal, la Trust Valley, pôle roman de cybersécurité, lance un plan à 700 000 francs pour défendre et épauler une première série de 20 sociétés. C'est dans le cadre du forum EPFL que NRTV a retrouvé Pierre Maudet, ex-conseiller d'État genevois, venu plaider pour ce partenariat public-privé qui vise à centraliser et contrer la criminalité numérique. Pierre Maudet, bonjour. Bonjour. On vous retrouve ici dans le cadre de l'EPFL pour la conférence annuelle de Trust Valley, une opération que vous aviez montée à l'époque où vous étiez conseiller d'État. Rappelez-nous en quelques mots ce que c'est Trust Valley. Le constat qu'avaient fait le canton de Vaud, le canton de Genève et l'EPFL, c'est qu'il y avait un réservoir de compétences dans le domaine de la cybersécurité, que le domaine de la cybersécurité avec la numérisation de la société devenait un enjeu chaque année plus important et qu'il fallait les réunir sous un toit commun qu'on a appelé Trust Valley, la vallée de la confiance, qui visait à la fois à présenter une vitrine de l'économie dans ce domaine, mais aussi à stimuler le contact et l'échange entre toute une série de sociétés, des très grosses, que l'on connaît notamment sur le canton de Vaud, aux très petites, avec l'arrière-fond de la Genève internationale. Alors évidemment, un mot sur toutes les lèvres, Rolle. Alors un mot sur toutes les lèvres, mais qui ne s'est pas prononcé autant que ça, parce que je pense que le constat qui a été fait, on veut promouvoir cette vallée de la confiance, on met en avant les savoir-faire des entreprises, mais c'est évidemment très gênant d'avoir au milieu, quasiment géométrique, entre Genève et Lausanne, de la côte lémanique, une commune dont on a beaucoup entendu parler en raison de l'attaque massive qu'elle a subie. Et donc le mot a été relativement peu prononcé, mais c'était dans l'esprit de chacun, parce que c'est à l'aune de l'entité, publique ou privée, en l'occurrence elle est publique, la plus vulnérable, que l'on mesure la crédibilité des efforts qu'on peut mettre dans la sécurité et dans la confiance. Alors justement, cette sécurité, cette confiance, finalement, l'idée que vous développiez ce matin, c'est que les privés viennent au secours des collectivités sur mandat, justement des collectivités. Oui, c'est un peu ce qui est ressorti des discussions, mais je l'ai formalisé en esquissant la perspective d'une impulsion politique forte, parce qu'il faut qu'il y ait une impulsion politique, et a priori elle est cantonale, voire fédérale, pour admettre qu'on a un véritable problème, et sans se montrer alarmiste, reconnaître qu'on peut connaître encore beaucoup d'autres situations comme ça, si on ne prend pas le taureau par les cornes, mais de l'autre côté, admettre aussi que, précisément, si on a ce réservoir de savoir-faire, ces entreprises qui sont la fine fleur du domaine de la cybersécurité, faut les utiliser. Et elles sont à disposition, et je suis passé maintenant du côté de l'économie privée, je vois qu'il y a des solutions très créatives qui sont proposées par beaucoup de sociétés, que ce soit dans le domaine de l'assessment, ce qu'il faut faire en premier, c'est-à-dire évaluer la résistance de la sécurité du système, ou dans les solutions, on pense ici à la gestion des droits d'utilisateurs, aux mises à jour, aux comportements humains aussi qui sont souvent des failles. Et si on veut être crédible pour poursuivre sur des programmes de valorisation de la région lémanique comme région de la sécurité, on doit impérativement faire en sorte que le premier échelon, l'échelon communal, soit renforcé et sécurisé. Vous avez eu une carrière politique, vous avez dit c'est fini pour moi, mais là on a l'impression quand même que vous faites un certain retour politique à travers cette idée de mettre en relation ces entreprises privées, les collectivités en regard de la cybersécurité. Ce que j'identifie avec mon expérience, dont je ne vais pas me détacher, mais avec mes yeux aujourd'hui d'acteurs privés qui travaillent dans une société active dans la production de solutions pour sécuriser par exemple avec des puces électroniques, des objets connectés, on va faire toujours plus d'objets connectés aussi, je vois qu'en fait les obstacles ne sont pas tellement technologiques. On arrive à suivre au niveau technologique, on va même très très vite. Les obstacles, ils sont un peu législatifs, les règlements, les lois, et beaucoup de nature politique. Et en fait, le rythme a changé, le ton a changé et l'échelle a changé. Agir au niveau purement local, c'est complètement dépassé par rapport à des hackers qui s'affranchissent des frontières. Agir avec 3 coups de retard, c'est complètement dépassé avec un rythme d'attaque massive qui a augmenté. Et agir de façon un peu bisounours face à des gens qui vous extorquent des millions et qui se nourrissent comme ça, quand je vois le débat surréaliste qu'il y a sur le fait de payer les rançons ou pas, je pense que c'est dépassé aussi. Et ça me touche comme citoyen, mais ça me touche aussi comme entrepreneur, faire en sorte qu'on puisse vraiment être à la hauteur des ambitions que l'on affiche.
D'accord, mais vous n'êtes plus du tout dans ce domaine-là. Finalement, votre nouvelle entreprise, elle n'est pas dans le domaine de la sécurité. Et là, on a aussi l'impression que vous êtes un peu un Don Quichotte, qui vous battez contre des moulins à vent. Alors pourquoi? Est-ce là un retour politique? Non, non, alors je ne suis pas seul. Les autres industriels étaient là. Je peux les citer, que ce soit Sigpa, Kudelski, Elka, pour ne citer que des grandes entreprises vaudoises. Nous sommes alignés sur une position d'industriel qui dit mais nous, on est à disposition. Par exemple, la société Wisky qui m'emploie adresse essentiellement des marchés à l'étranger, donc on n'a pas d'intérêt direct et on ne fait pas d'assessment non plus, mais on se rend compte que ça va être difficile de vendre le label suisse, d'en faire avec les PFL vraiment un outil de marketing. Trust Valley, la vallée de la confiance, c'est les valeurs suisses qu'on véhicule si on n'est pas crédible derrière. Et je pense aujourd'hui par exemple que les PME de notre région, elles font partie de l'infrastructure critique. Si elles ne se soucient pas et si on ne leur amène pas des solutions pour améliorer leur niveau de sécurité, on va tous en pâtir. Et de l'actualité, on passe au sport. On rappelle Alexandre. Alexandre, tu nous entends? Sous le soleil ou sous la pluie? Non, pas plus sous la pluie, à l'abri, à l'intérieur, et puis bien accompagné. On est donc dans la salle du COSI ici à Nyon. Je suis avec Laurent Serron. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre. Alors Laurent, vous êtes président du NHB La Côte, donc Nyon Handball Club. Alors j'ai eu un cadeau d'ailleurs Andrea, hein. J'ai même porté le t-shirt du NHB La Côte. Donc on le rappelle, on vous avait reçu en juin dernier pour parler de votre club qui s'est créé en 2020 en pleine pandémie. Et puis alors c'est vrai que vous avez été assez freiné par la pandémie, mais par contre le nombre d'inscriptions des membres, ça allait plutôt pas mal. Et là aujourd'hui vous comptez 130 membres inscrits donc au NHB La Côte. Ça va bien cette rentrée de septembre pour le club? Ah oui, Alexandre, ça va très très bien. C'est une rentrée qui est assez fracassante, assez spectaculaire. On a 37% de croissance des adhérents sportifs dans le club. Donc ça, on est extrêmement fiers et contents de ce côté-là. Donc un côté humain qui se développe toujours autour de la convivialité, de la bienveillance vis-à-vis des enfants, et puis de la performance, parce que sportivement aussi, ça fonctionne très très bien. On a la chance d'avoir notre école de handball qui a gagné tous ses matchs à Lausanne dimanche, et puis on a nos équipes qui découvrent les M13, les M15, qui découvrent leur nouveau championnat, nouvelles équipes. On a nos M14 filles qui sont maintenant engagées dans le championnat national inter, et puis nos M16 filles qui dominent le championnat. Et puis ça fait combien d'équipes au total maintenant qui jouent au NHB La Côte? Alors on a 3 nouvelles équipes donc cette année, et plus les 3 équipes qu'on avait l'année dernière, on a 6 équipes engagées, plus toute l'école de handball en fait qui regroupe les enfants de 5 à 11 ans. Alors la nouveauté aussi, c'est l'équipe senior masculine. En juin dernier, sur notre plateau, vous expliquiez que vous étiez en train de la confectionner, cette équipe. Là, ça y est, elle a démarré, puis sur les chapeaux de roue, parce que vous jouez, je le rappelle, le NHB La Côte en 3e ligue. Et puis ça y est, votre équipe est première au classement parce qu'elle a remporté 2 victoires dès le début du mois de septembre. Donc là aussi, la saison est bel et bien lancée aussi pour cette équipe. Alors effectivement, les premières, c'est que le début du championnat, on va regarder. 3 matchs, 3 victoires. La dernière, 51-11. Donc très très belle victoire avec nos jeunes adultes et des plus vieux qui ont renforcé cette équipe-là, qui renforcent les couleurs du club. Donc c'est vraiment de bon augure pour le reste de la saison. Surpris en bien de l'engouement autour de votre club, parce qu'on le rappelle, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres clubs de handball dans la région, sur la côte, le HBC Nyon notamment qui s'est rallié avec TCGG, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui le NHB La Côte arrive tout de même à avoir suffisamment de membres, de sportifs qui s'inscrivent. On imagine que vous êtes surpris par cet engouement et puis par le fait que aussi vos équipes marchent bien sur le terrain. Alors, on est surtout, on n'est pas si surpris que ça, mais on est enthousiaste en fait de constater que finalement le handball prend beaucoup sur le territoire roman, se développe énormément. On a des équipes aussi qui performent beaucoup sur D'autres-Bretons, sur Genève. Donc, on se rend compte que le handball sur le sol roman peut vraiment se développer. Et ici, sur la côte, là où on s'implante, il y a un potentiel extrêmement important. Et on le voit puisqu'en fait, on a plus de 50% des adhérents qui sont des nouveaux pratiquants de handball. Donc, c'est plutôt une très bonne chose parmi les enfants et les adolescents. Et ça concerne aussi bien les garçons que les filles, parce que notre club est d'une mixité totale. On a 50% de filles et 50% de garçons dans le club. Donc en fait, c'est très rassurant sur le potentiel de la région. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là, puisque là aujourd'hui, je vous donne le nombre d'adhérents, mais on a aussi beaucoup d'essais. On peut faire 3 essais gratuits au club. Donc on a beaucoup de jeunes qui viennent essayer, voir si c'est un sport qui leur convient. Donc je pense qu'on aura encore de nombreux adhérents qui vont nous rejoindre.
Et puis aussi, ici, on est à la salle du COSI, donc à Nyon. C'est ici que vous vous entraînez, c'est ici que vous disputez les matchs. Les entraînements, ils ont lieu quand? Alors, on a des entraînements les mardis après-midi, mercredi après-midi, jeudi après-midi et samedi matin dans cette salle du COSI. C'est vraiment une superbe salle que met à notre disposition la commune de Nyon. C'est un superbe écrin pour pratiquer le handball, c'est absolument génial. La suite pour le NHB La Côte et puis pour toutes les équipes dont on vient de parler? Alors la suite, c'est le championnat qui démarre, donc on est qu'au premier mois, donc on a beaucoup de matchs qui vont avoir lieu tous les week-ends dans cette salle et puis à l'extérieur. Et puis on a aussi des nouveautés dans le club puisqu'on vient de signer un partenariat avec le Nyon Rugby Club où on va permettre aux jeunes d'avoir un multipass pour ceux qui sont intéressés de pratiquer les 2 sports. Ils n'auront à payer qu'une cotisation additionnelle modique pour pouvoir participer dans l'autre club et venir profiter des installations sportives du COSI, faire du handball ici ou d'aller à Colovray et jouer au rugby avec toutes les équipes du Nyon Rugby Club. Ça, partenariat qu'on annonce en avant-première aujourd'hui et on est très fiers de pouvoir aussi proposer ça aux jeunes. Alors pourquoi le rugby en particulier? Tout simplement, J'allais vous demander. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces 2 sports. On est sur la prise d'intervalle, un peu de contact, chercher le décalage. Donc on a beaucoup de similitudes et on s'est dit avec l'entraîneur principal, avec Patrice Philippe, l'entraîneur principal du rugby club, on s'est dit il y a certainement des approches qu'on pourrait faire en commun et puis aussi proposer à ces jeunes qui parfois hésitent entre plusieurs sports, d'en pratiquer 2 d'un coup et puis de pouvoir aller là où bon leur semble. 2 sports pour le prix d'un et donc de l'entraide entre les différents clubs de la région, ici à Nyon. Laurent Serron, plein succès pour le NHB La Côte. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir ouvert les portes aujourd'hui du COSI. À bientôt. Merci Alexandre et bienvenue encore une prochaine fois au COSI lorsqu'il y aura un match avec toutes nos équipes. À bientôt. Avec grand plaisir Laurent. Et puis voilà Andrea, je te laisse avec ces belles images donc de cette belle salle du COSI. Je te ramène un t-shirt alors, ainsi que pour ton invité, c'est ça? Oui, de taille S, ça nous ira parfaitement comme un gant. Mais maintenant que tu as le t-shirt, Alexandre, je pense qu'on te verra lors des entraînements. Parce que toi-même, je crois que tu as fait du handball dans ta carrière. Petite carrière de sportif. Oh non, mais tu rigoles, je sais pas où tu es allé chercher ça, mais le handball, je l'ai pratiqué, je sais pas, à l'école, quand j'étais gamin, c'est tout, pas plus que ça. Alors tu m'as menti, donc ça, c'était pour m'épater. Maintenant qu'on est là comme ça entre nous, t'es obligé de l'admettre. Oui, il rigole, hein. On le met un petit peu mal à l'aise, mais c'est voulu. Salutations à Laurent et bonne chance à l'équipe de handball. Le sport, on y reste avec vous, Maëlle, puisque c'est vrai que ça a été d'une grande aide dans votre combat contre le cancer. Le yoga, notamment, vous en faisiez avant et aujourd'hui encore. C'est un soutien, c'est un refuge. Les 2. Ouais. Oui, j'enseigne le yoga à côté de ma profession. Et sincèrement, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Et ça m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Durant les traitements, ça m'a beaucoup aidée parce que c'était un refuge. Parce qu'on a vraiment le corps qui fait mal, on a la tête aussi qui souffre, et au niveau des émotions et des choses comme ça faisait du bien d'être sur son tapis, un petit tapis magique. Et aujourd'hui, avec les traitements qui sont terminés depuis décembre pour la chimiothérapie, j'ai des effets secondaires qui sont en train d'être assez compliqués pour moi. Je souffre de neuropathie au niveau des pieds et des mains, alors je pratique du yoga tant que je peux. Beaucoup moins parce que j'ai des douleurs qui sont compliquées à gérer, mais ça m'aide au quotidien parce que plus je vais rester active et mobile, moins cette neuropathie va progresser. Aujourd'hui, quand on parle de vie d'après, est-ce que c'est une vie normale ou toujours pas? Pas encore, mais on y aspire, on y arrive. Est-ce que vous avez pu reprendre votre travail? Pas encore, non. Non, je suis encore en congé, en arrêt. J'ai aussi d'autres effets secondaires, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la concentration, la fatigue. Je vais aussi participer à l'hôpital de Nyon. Il y a une conférence le 14 octobre pour tout ce qui est relatif aux effets de la chimiothérapie sur le cerveau. Donc vous avez accepté de témoigner à la demande de votre oncologue. Absolument. Quel sera le message que vous voulez faire passer lors de cette conférence le 14 octobre à l'hôpital de Nyon? Faire comprendre et expliquer que le quotidien post-traitement, c'est compliqué. On a une image, on pense qu'on a terminé les traitements, qu'on est sorti du plus gros, mais finalement, il y a l'après. Il y a un nouveau corps, il y a des nouvelles douleurs, il y a des nouveaux effets secondaires qui sont présents. J'ai des pertes de mémoire, la mémoire imminente, elle n'est plus là. Des exemples tout bêtes, c'est vrai que j'ai failli mettre le feu 2 fois à la maison. J'oublie, je mets quelque chose à chauffer sur la plaque, je pars faire autre chose et j'oublie.
Donc en quotidien encore difficile à appréhender et à gérer. Ça demande beaucoup de stimulation. Oui. Ouais. Une autre date à partager, notamment en termes de calendrier, c'est le 17 octobre où vous participerez à un cours de yoga avec votre binôme Céline. Oui. Ce sera au studio Yoga Moves à Nyon, un événement en faveur de Ose Thérapie. Absolument, c'était le souhait donc lié cette campagne durant ce mois d'octobre et Ose Thérapie à Lausanne pour soutenir cette association qui me tient particulièrement à cœur cette année. Et Céline a accepté de donner ce cours le 17 octobre, ça sera à 14h au studio à Nyon, effectivement. Comment on fait pour s'inscrire ? Comment on fait pour s'inscrire ? Il faut regarder un petit peu, il faut contacter le studio Yoga Moves et ils vont vous donner toutes les informations. Et on sera très heureuse, et Céline sera très heureuse de pouvoir être présente ce jour-là pour nous soutenir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de nous confier ce combat-là, d'avoir été avec nous pour ce témoignage qui nous touche évidemment beaucoup. Je vous propose à présent de monter sur scène avec la troupe de théâtre amateur, Les Entractés, et le spectacle L'affaire Donovan McPhee, une comédie de Franck Didier à voir les 8 et 9 octobre à la salle du Vallon de Saint-Cergue, plongée au cœur de la pièce en images. J'ai demandé à Clifford de m'accompagner hier à Phoenix. Parce que hier, à Phoenix, à la basilique Sainte-Marie, à 15h très précis, je me suis mariée. Faites attention, j'en mets partout. Vive le mari. Ah, à l'exception de Kimberly, et cela n'étonnera personne vu de son état, tu peux juger de l'enthousiasme que suscite l'annonce de ton mariage, maman. Mais non, mais pourquoi dis-tu ça, mon chéri? Mais c'est une nouvelle formidable qu'on prenne. Oh, félicitations, Brooke. Oh, merci. Je suis tellement heureuse pour vous. Et nous sommes tous d'ailleurs, regardez. Bien, et ce monsieur alors? Est-ce que nous le connaissons? Ah, je ne crois pas, non. Mais vous n'allez pas tarder à faire sa connaissance. Il devrait arriver d'un instant à l'autre. Myriam Guinet, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Vous êtes comédienne, vous avez tout juste rejoint, vous êtes la petite dernière de la troupe. Une troupe qui a été créée en 2003, une bande de copains de Saint-Cergue. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre la troupe ? Alors, ma fille fait du théâtre. Il propose aussi des cours de théâtre pour les enfants. Et donc, j'ai demandé la possibilité aussi, moi aussi, d'approcher des cours de théâtre. Et ils m'ont tout simplement accueilli à bras ouverts pour me proposer une participation dans la prochaine scène. C'est une troupe qui est pas mal active, qui tourne aussi ailleurs que dans la région. La tournée vient de se faire. Comment ça se passe ? Alors, la tournée se passe bien, on se déplace, on a un public qui est diversifié, dans des endroits bien différents. Et puis, on est solidaires, on se déplace ensemble. Donc, c'est une aventure à chaque fois, puisque chaque scène est très différente. Donc, on a plein d'anecdotes, on a plein de souvenirs et plein d'images à chaque fois. Ouais, qui remplissent un petit peu votre bac de souvenirs. Oui. Mais on va replonger un petit peu dans cette pièce-là, l'affaire Donovan McPhee. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Alors, le décor, c'est dans les années 80, donc ambiance Dallas, hein, vous savez, cette ancienne série des années 80. Donc, c'est une enquête policière. Et donc, Brooke, la soixantaine, la mère de famille, se remarie avec Donovan, de 40 ans, son cadet. Donc, c'est un choc pour les enfants. La nouvelle est accueillie de façon assez soudaine pour tout le monde. Et puis, il y a beaucoup d'émotions autour de ça. Et il va en découler des jeux peut-être de stratégie, de pouvoir ou de jalousie. Et avec toutes les histoires de famille et tous les secrets qu'elle renferme. Ouais, c'est une troupe de théâtre amateur, mais passionnée. Hein. C'est vrai qu'elle s'engage à mes corps perdus dans cette aventure. Mais comment elle fait finalement pour se mettre... peut-être chaque fois se rendre un peu plus professionnel. Qu'est-ce qui est mis en place ? Alors, ce qui est mis en place, c'est l'expérience. On se soude, je pense, même en tant que nouvelle, par exemple, même les membres les plus récents vont se souder à ce noyau qui est déjà présent, donc depuis 2003, où il y a une très grande complicité qui se crée. On a une ambiance, c'est un groupe d'amis, et cet esprit autour de ce groupe d'amis fait qu'on a un niveau d'implication qui est grand.
qui crée de la complicité. Et en montant le niveau d'implication, on monte le niveau peut-être de concentration et on a encore plus envie de s'impliquer avec la passion qui va avec. Ouais, la touche désentractée, c'est quoi? La touche désentractée, le chou-fleur. Le chou-fleur, c'est bien mystérieux cette recette, mais c'est quoi les ingrédients qui font le succès des entractés selon vous? C'est ce côté qui est très familial, proche, soudé des uns des autres, ça se ressent évidemment sur scène, j'imagine. Oui, voilà. Donc à part le souffleur, chou-fleur, effectivement, donc c'est cette solidarité, ce groupe d'amis. On est une troupe, on est un groupe. Les plus nouveaux sont bien accueillis. On va vers notre public, on se déplace et cette solidarité, on espère, se ressent sur les planches puisqu'on le vit avec passion et puis on s'amuse surtout. Ouais, tout ça à voir les 8 et 9 octobre à la salle du Vallon de Sancerre. Myriam Guinet, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Salutations à toute la troupe. Merci à vous, Andrea. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve très vite. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.